Nous sommes réunis à Deauville pour les IMO Days. Nous allons tout de suite parler de l'avenir du bureau à horizon 2033. Et pour en parler, Fleur Cabelli de The Boson Project. Vous allez produire très prochainement une nouvelle étude sur l'avenir du bureau, justement. Quel est tout simplement l'enseignement majeur que vous en avez tiré ? Alors nous, justement, nos deux sujets, c'est les hommes en entreprise, les hommes et les femmes, l'humain et l'immobilier, le bureau. Et donc quand on croise les deux, quand on fait des enquêtes sur ces deux sujets-là, le sujet qui revient beaucoup, c'est celui du collectif, parce que c'est vraiment la rencontre. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que le collectif est vraiment mis à mal dans les entreprises pour deux raisons. La première, c'est que le rapport de force est un petit peu inversé aujourd'hui avec le marché qui se tend sur les recrutements entre l'individu et le collectif. On est allé interroger récemment 150 dirigeants, membres de Comex sur cette question. Ils nous ont confirmé à 78% que oui, aujourd'hui, ils accordent plus d'importance au cas par cas individuel. Ils traitent vraiment les choses au cas par cas pour attirer les talents, pour retenir les talents, qu'au collectif. C'est passager, c'est dû à une crise, mais ils reconnaissent quand même que cet équilibre entre individu et collectif, c'est un petit peu inversé. Puis la deuxième raison, c'est que pour embarquer son collectif, il faut l'embarquer autour de quelque chose, souvent autour d'un projet, d'un cap. Et aujourd'hui, on manque complètement de visibilité à cause de toutes les crises qu'on traverse, la crise économique, la crise de l'énergie, etc. Donc les dirigeants ont plus que jamais du mal à donner ce cap, à rassembler leur collectif autour d'un objectif commun. Donc comment on fait et c'est quoi le rapport avec l'immobilier ? Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que finalement le dernier bastion du collectif, c'est le bureau ou tous les sites, en tout cas où les gens travaillent, que ce soit des usines, des agences, etc. Et forcément aussi les bureaux. Ces endroits qui rassemblent les populations, c'est peut-être les derniers garde-fous actuellement en cette période, justement des collectifs, et donc le dernier espoir de les faire vivre ensemble et s'engager ensemble. Et alors, du coup, avec ce contexte-là, l'entreprise et plus spécifiquement même encore le bureau joue-t-il un rôle sociétal ? Omar, peut-être sur cette question, ça te parle ? Oui, on a une très très forte conviction sur le fait que le bureau a une place absolument centrale dans la société. Si vous regardez, en fait, votre vie, on peut quasiment la découper en 3 phases. En gros, 0 à 4 ans, l'entrée de l'école, vous connaissez vos parents, un peu les membres de votre famille, et puis c'est tout. Ensuite, vous rentrez dans une phase extrêmement intense de rencontres très forte où on va forger le citoyen, où vous allez rencontrer plein de gens. C'est l'école, les études, qu'elles soient supérieures, pas supérieures, etc. Mais vous allez rencontrer beaucoup de monde. Ensuite, vous rentrez dans le monde professionnel et à ce moment-là, en fait, vous vous rendez compte que votre ouverture à l'altérité, elle se fait quasi exclusivement par le travail et par le bureau. Évidemment, quelques-uns vont être inscrits dans des clubs de sport, vont rencontrer via certaines passions, mais c'est vraiment à travers le bureau qu'on est confronté à la diversité, qu'on est confronté à l'altérité et qu'on se construit et qu'on s'ouvre au monde, qu'on rencontre de nouvelles personnes. Et donc le bureau, pour nous, c'est un bastion essentiel aujourd'hui de cohésion sociale. Et on est très attentif à ce que l'avenir du bureau, notamment avec avec son hybridation, les nouveaux modes de travail, va avoir comme impact sur la cohésion sociale et sur l'ouverture au monde, sur les questions de diversité et d'inclusion. Donc pour nous, on croit très très fort à la place du bureau, à la place centrale. Et si je peux ajouter un petit élément pour aller dans ton sens, c'est vrai déjà pour nos générations, mais ça l'est encore plus pour les générations de demain, parce que la fameuse génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi, c'est paradoxalement à la fois la plus connectée sur les réseaux et le digital, et à la fois la plus solitaire. Ils se sentent extrêmement seuls, et la plupart ont fait leurs études d'ailleurs en ligne par caméra interposée. Donc ils n'ont pas eu ce grand moment de sociabilité qu'était l'école, en tout cas pendant quelques années. Et ils attendent énormément de l'entreprise cette sociabilité. Donc comment demain on peut leur offrir ça ? Au-delà du travailler ensemble, il y a aussi le apprendre à se connaître et puis avoir aussi ce cercle-là assez indispensable. Et sur ce rôle sociétal du bureau, je crois qu'il y a une stat intéressante. Oui, il faudrait retrouver la source, mais on raconte quand même qu'il y a à peu près un tiers des couples mariés qui se sont rencontrés au travail.
Alors, je ne dis pas que demain, s'il n'y avait plus de bureaux, il n'y aurait plus du tout de couples, il y aurait un tiers de couples mariés en moins. Néanmoins, on voit bien que dans le contexte du bureau, en fait, le contexte professionnel vous oblige à aller vers les autres. Et c'est très, très compliqué d'aller vers l'autre. C'est quasiment une question philosophique. C'est beaucoup plus confortable d'être tourné vers soi, tourner uniquement, y compris quand on est particulièrement expansif. Quand vous êtes dans le monde professionnel, que vous soyez expansif, inhibé, etc., vous êtes obligé de vous ouvrir aux autres. Et donc, c'est cette fonction-là du bureau qu'on évoque finalement assez peu, mais qui a un caractère presque philosophique et qui est relativement absente du débat sur la place du bureau dans la société. Alors, on va revenir à la question plus tard de l'engagement, mais déjà une question sur ces lieux, ces fameux lieux du collectif finalement. Quels sont-ils? Il y a plusieurs alternatives qui existent. Au siège social, il y a le coworking ou le corpo working qui peut exister. Spécifiquement, Solange, chez Banque de France, ces lieux du collectif, chez vous, quels sont-ils? À la base, ces lieux, c'était le bureau avec les espaces un peu collaboratifs que l'on pouvait trouver. Et quand on a commencé à travailler avec nos équipes pour réfléchir au bureau de demain, cette expression, on a travaillé avec ce qu'on appelle le comité Perspective Jeunes, qui est donc un comité qui réunit que des agents Banque de France de moins de 35 ans. Et une de leurs demandes fortes était justement le déploiement du corpo working, puisque comme on a la chance d'avoir un réseau de succursales partout en France, plus différents sites en région parisienne, l'idée est de se dire, OK, moi je suis affecté à un site, mais je souhaite pouvoir, dans le cadre du désilotage, de m'ouvrir aux autres, de découvrir d'autres métiers de la banque, d'être en capacité d'aller travailler sur un autre lieu. Donc ce message, nous, on l'a reçu et on doit l'adresser au travers de nos aménagements. Donc aujourd'hui, le bureau, ce n'est plus simplement un numéro dans un étage, dans un immeuble, mais c'est un champ des possibles dans nos sites. Et Fleur, on voit là qu'il y a quand même un travail qui est mené au sein des entreprises, au sein notamment des jeunes, pour finalement savoir quels sont leurs besoins et s'y adapter. Ce travail-là, au vu de toutes les organisations que vous avez interrogées, c'est quelque chose qui est assez répandu Oui, alors c'est vrai que les organisations, depuis la crise, sont de plus en plus à l'écoute des attentes de leurs collaborateurs. C'est aussi quelque chose qui ressort de l'enquête quand on a interrogé les dirigeants. Il y a de plus en plus de baromètres, de petites enquêtes qui sont menées très régulièrement pour comprendre cette fameuse approche par l'individu dont je vous parlais, être très à l'écoute des demandes et des attentes. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir en effet à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle du pacte commun social, qu'est-ce qu'on propose à tous. Et là, ce que j'aime bien dans votre modèle, c'est qu'en fait, vous ne cherchez pas simplement à rassembler les gens au même endroit, mais en plus à provoquer des rencontres. Provoquer des rencontres entre des métiers qui n'étaient pas forcément amenés à se rencontrer avant. C'est ça qui est intéressant, c'est de chercher à animer aujourd'hui à la fois le travail ensemble et le être ensemble, la fameuse sociabilité. C'est peut-être justement le plus grand défi qu'on a depuis la crise. Il ne suffit pas de rassembler les gens au même endroit pour qu'ils se parlent. Ça, on le voit, les gens souvent viennent au bureau, puis ils sont sur Teams toute la journée. Il y a quelque chose à faire pour animer, pour provoquer cet être ensemble et ce travailler ensemble. Là-dessus, c'est tout à fait le cas. Je vais reprendre quelque chose qui existe dans pas mal d'entreprises, qui est de dire que quand on est sur place, on se déplace pour des rendez-vous, pour des réunions, pour justement casser ces barrières digitales qui étaient utiles et nécessaires pendant la crise, mais il faut maintenant aller au-delà. Et pour reprendre une image par rapport à l'animation, c'est comme une recette. Si vous mettez plein d'ingrédients dans un saladier, mais il n'y a personne pour le faire tourner, mais ça ne va pas prendre, quoi. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça l'animation, c'est faire en sorte de créer un nouveau mouvement qui va enrichir avec des interactions entre les gens. Et ça, l'immobilier doit le permettre, doit l'accompagner. C'est pas forcément évident non plus parce que d'une équipe à une autre, la maïotique ne se fera pas de la même façon, mais c'est aussi notre devoir d'adresser ce sujet. Puis il y a une grande question c'est le rôle de qui dans l'entreprise, parce que personne ne porte officiellement cette casquette d'animateur de la vie du bureau. Alors souvent, en effet, l'immobilier a un grand rôle à jouer pour fournir la donnée, en tout cas peut-être au RH ou à n'importe quel autre acteur, mais de leur dire voilà, les gens viennent à tel moment, voilà les déplacements qu'ils font, voilà où ils vont travailler, avec qui, etc. Et ensuite, il faut bien que quelqu'un se saisisse de ce rôle d'animation. Aujourd'hui, on voit un phénomène intéressant, c'est qu'on confie beaucoup aux assistantes de direction ce rôle-là d'animer la vie quotidienne au bureau, parce que c'est pareil, c'est un peu des repères, des bastions Elles connaissent tout le monde, elles savent tout ce qui se passe. Et donc, finalement, ça finit par rentrer un petit peu dans leur fiche de poste et dans ce qu'on leur demande de faire, cette animation. Alors voilà, c'est une hypothèse, une possibilité. Il manque peut-être encore quelqu'un dans l'entreprise qui est...
Exactement. C'est peut-être aussi un nouveau métier parce que tout ne peut pas reposer sur les managers en termes d'animation et d'action ou des assistants de direction qui, entre guillemets, chez nous, sont plus en voie de disparition qu'en voie de développement. Donc, c'est peut-être un nouveau métier, justement, d'animer les lieux et pour faire en sorte que les gens se rencontrent plus. C'est pour ça qu'il y a eu aussi dans beaucoup de startups l'émergence de ces fameux Chief Happiness Officer. Alors, on pourrait longuement débattre sur l'injonction à être heureux au travail, mais c'est intéressant de voir aussi que ces entreprises qui sont souvent à la pointe des nouvelles méthodes de travail, des volontés des salariés d'abord parce qu'elles sont sur des secteurs en très forte tension sur l'emploi et qu'il faut réussir à attirer les talents sur leur secteur, elles se sont emparées de ce sujet-là pour vraiment passer du collectif à la communauté, le collectif étant un peu plus qu'une somme d'individus, mais pas tout à fait une communauté. Et donc, elles se sont vraiment emparées de ces sujets-là pour animer et créer un vrai groupe, faire en sorte que quand on veut quitter la communauté, ça soit particulièrement difficile. C'est une manière de retenir très fortement les employés. Et alors justement, on en vient à cette notion d'engagement qui aujourd'hui est sur pas mal de lèvres quand on parle d'environnement de travail et des entreprises. Alors, comment faire pour que ces fameux lieux du collectif soient finalement des vecteurs d'engagement ? Alors déjà sur l'engagement, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'engagement, c'est une notion en France qui nous tient particulièrement à cœur, parce que avant la crise, les chiffres montraient que c'est la population française qui produisait le plus en 1 heure de son temps de travail. Ça, c'est la définition même de l'engagement, c'est d'être tellement engagé dans son entreprise qu'on est très performant, qu'on donne son maximum pour performer, pour produire. En fait, la définition, c'est d'aller un peu au-delà de sa fiche de poste pour penser résultat et non pas moyen. Et pendant la crise sanitaire, les populations étaient mises à très rude épreuve. Il y a ceux qui étaient en chômage partiel et qui, du coup, ont été assez secoués sur finalement quelle est l'utilité de mon poste. Et niveau engagement, ça a été très compliqué à vivre. Et puis, il y a ceux qui ont été surmobilisés pendant la crise, qui ont dû tout donner à leur entreprise pour faire quand même tenir leur entreprise. Donc, qu'ils soient les métiers du front, comme on les appelait sur le terrain, ou dans les sièges, il y a des gens qui ne se sont pas arrêtés, qui ont complètement effacé les barrières entre vie pro et vie perso pendant assez longtemps, qui se sont surengagés. Et c'est ce qui a permis aux entreprises françaises de tenir ces fameuses crises. C'était ce facteur humain qui a fait des merveilles. Aujourd'hui, quand on regarde les baromètres de l'engagement, on s'aperçoit qu'il y a justement, et particulièrement en France, un petit déclin. Et donc on l'explique à la fois par la fatigue, notamment du lion managérial qui a été très très mobilisé pendant la crise et qui est clé pour cet engagement, puis de l'ensemble du corps social qui ressort assez épuisé de cette période de surengagement. Et il y a autre chose, c'est que les dirigeants ont de plus en plus de mal, à cause du manque de visibilité posé par l'ensemble des crises actuelles, à engager autour d'un projet commun. Donc c'est difficile d'engager, d'embarquer si on n'a pas ce cap, de leur dire on va dans ce sens-là, allons-y tous. Donc il y a tous ces sujets-là. On a eu à un moment le grand soufflet des projets RSE. Donc on va tous changer le monde ensemble, les raisons d'être, etc. Ça a provoqué plein de choses extraordinaires. Et le soufflet est quand même un tout petit peu retombé. C'est-à-dire que maintenant, les gens attendent... Ils ne veulent pas la promesse de changer le monde en faisant leur métier, parce que de toute façon, ils ont vu que dans leur quotidien, ça n'avait rien changé, que depuis la promesse, leur métier était le même. Donc ils attendent une promesse beaucoup plus métier, beaucoup plus opérationnelle. On va faire notre métier, mais on va le faire très bien, et on va le faire comme ça. Et c'est ça aujourd'hui que les dirigeants sont en train d'essayer de définir, cet engagement beaucoup plus opérationnel que on va changer le monde. Et ce sera peut-être l'engagement de demain, c'est beaucoup plus ciblé sur le métier et comment on travaille bien tous ensemble. Oui, Solange à la Banque de France. Oui, j'opinais du chef justement parce que ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. On n'a pas toutes les réponses sur comment relancer l'engagement. Après une période où on a été plus dans la partie, on n'était pas au chômage technique, on est plutôt rincé, épuisé de la période. Donc là, on sent bien que les gens ont besoin de reprendre souffle avant de se relancer. Et justement, l'idée, c'est de se dire, nous, immobilier, on a des projets de réaménagement de l'intégralité de nos sites. Et ça peut être aussi un moyen de se réengager, de s'engager sur le comment on va travailler demain au niveau immobilier pour construire ce projet ensemble. Ça peut être un moyen de relancer un petit peu la mécanique, de se réinvestir dans son propre métier. Puis l'immobilier est assez clé sur ce sujet parce qu'il peut incarner quelque chose, il peut incarner une culture, des choses, des valeurs de l'entreprise. Et donc autant il y a peut-être 10 ans, tout le monde avait un petit peu les mêmes sièges.
On aurait pu aller dans n'importe quel bureau, on ne savait pas trop chez qui on était. Aujourd'hui, l'une des clés de l'immobilier pour engager, c'est justement d'incarner dans les murs cette fameuse culture, ce fameux commun. Et là, c'est toute la petite recette magique de l'engagement. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir échangé sur ce sujet. Fleur, peut-être on rappelle l'étude, où est-ce qu'on peut la trouver, à quel moment elle sera disponible? Alors, il y a une étude qui sort la semaine prochaine, qui sera disponible. De toute façon, toutes nos études sont disponibles sur LinkedIn, donc il suffit de suivre The Boson Project sur LinkedIn. Il y en a une qui sort la semaine prochaine qui s'appelle « Le monde d'après aura bien lieu », pour laquelle on a interrogé 150 membres de COMEX, donc dirigeants d'entreprise. Et celle sur l'immobilier, le futur des bureaux, on est en train de la mener, on est en train de réaliser les entretiens et elle sortira début 2023. Très bien, eh bien, le rendez-vous est pris. Je vous remercie à tous les trois d'être venus débattre de ce sujet ô combien important du futur du bureau.